parole est à vous. Allô, Psypho, la parole est à vous. Bonjour mesdames et messieurs chers auditeurs. Merci de vous savoir toujours aussi nombreux pour partager avec nous ce moment important de Grande Radio. Nous sommes repartis pour une autre édition de notre émission qui est spécialisée sur les questions qui sont relatives au suivi, à l'accompagnement psychologique des migrants et des réfugiés, un programme de la F Radio qui tient à cœur à la Fondation Orient-Occident. Sur notre plateau cet après-midi, nous sommes en compagnie de Kautar J. Koraishi. Il faut rappeler qu'elle est psychologue clinicienne attachée à la Fondation Orient-Occident du côté de Casablanca. Bonjour Kautar. Bonjour Monsieur Franck. Alors, comment vous portez-vous cet après-midi, Madame Kautar? Très bien, très bien. Je suis contente de vous rencontrer, de partager avec vous, avec la F Radio, mes connaissances et de répondre à vos questions. Voilà, il faut rappeler que cet après-midi, vous allez parcourir une question qui est particulière, qui est spécifique. Vous allez traiter effectivement d'un sujet qui a été choisi. Le titre est la violence et la maltraitance à l'égard des enfants et migrants. Alors aujourd'hui, déjà, la maltraitance à l'égard des enfants et des réfugiés, il faut se dire que nos auditeurs vont se poser toute la question de savoir qu'est-ce que c'est déjà que la violence à l'égard des enfants? Parce que pour un papa qui aime son enfant, ou bien une maman qui aime son enfant, tout de suite, il n'y a pas la projection de la violence à l'égard de l'enfant, c'est plutôt une projection de l'amour. C'est quoi la violence, effectivement, à l'égard de l'enfant? Donc, la violence, que ce soit la violence ou bien la maltraitance, ça revient au même parce que les deux, que ce soit la violence ou bien la maltraitance, ça touche et ça influence sur le parcours psychologique et affectif de l'enfant. Concernant l'âge de violence, la violence à l'encontre des enfants couvre toutes les formes de violence. Elle couvre toutes les formes de violence subies par les personnes jusqu'à l'âge de 18 ans, qu'elles soient commises par des personnes, par les parents ou par ceux qui ont la charge d'enfants. Concernant la maltraitance envers les enfants désigne toute forme de mauvais traitement physique, psychologique, affectif, sexuel ou d'absence de soins qui cause une blessure psychique ou un dommage psychologique à un enfant. Et n'oublions pas que lorsque je parle de la violence, ça ne concerne pas que les enfants réfugiés, c'est une problématique mondiale qui a de graves conséquences à vie pour ceux qui sont victimes. Les enfants réfugiés font aussi... Alors déjà, en gros, est-ce que vous pourriez nous parler des différentes formes de maltraitance dont sont victimes les enfants migrants ou du moins les enfants réfugiés? Bien sûr, bien sûr. Quelles sont les différentes formes de maltraitance dont ils sont effectivement victimes? Très souvent. Donc, il y a les enfants réfugiés. Moi, je vais vous parler d'après mon expérience et d'après les différentes problématiques que j'ai rencontrées durant mon parcours et mon travail avec ces enfants. Donc, durant mon travail, la période où j'ai travaillé ou rencontré les enfants réfugiés peuvent être exploités de diverses manières. Par exemple, il y a le mariage précoce et forcé, et c'est une manière de maltraitance. Certaines familles peuvent voir dans leur fille, par exemple mineure, une charge économique. Le mariage précoce avec un homme plus âgé peut devenir une solution qui peut les aider à affronter les charges de la vie. Il y a d'autres familles qui poussent leur fille mineure à se marier pour éviter qu'elle ait des relations sexuelles hors mariage et pour les protéger du harcèlement sexuel. Et ça, c'est une manière de maltraitance. Et sans oublier que le mariage précoce et forcé est une forme de violence sexuelle. Il y a aussi la mendicité. Certains enfants réfugiés que je rencontrais ou que je rencontre pendant les séances d'écoute,
certains enfants réfugiés peuvent être utilisés par leur famille dans la mendicité. Dans ce cadre, il y a des enfants qui sont privés de l'école pour pratiquer la mendicité à temps plein. D'autres partent à l'école et font la mendicité après les cours, et surtout les vendredis. Il y a aussi les enfants victimes de violences sexuelles. Il s'agit d'une agression dans la mesure où l'enfant est impuissant à faire cesser les abus. La violence sexuelle n'est pas uniquement engendrée par une relation sexuelle complète ou par des attouchements sexuels. L'enfant qui doit écouter des paroles obscènes peut être traumatisé. Il y a un cas que j'ai reçu il y a une année d'une fille qui a été victime de violences sexuelles de la part de son oncle paternel, d'un membre de la famille. Il s'agit le plus souvent d'attouchements sexuels. Et c'est la fille qui a demandé de faire l'écoute psychologique. Elle m'a parlé de sa problématique. Elle m'a dit qu'elle n'arrive même pas à raconter à ses parents par peur de la faire marier à un âge très précoce. Il y a aussi dernièrement les violences scolaires. Certains enfants réfugiés que j'ai rencontrés sont stigmatisés et victimes à l'école en raison de leurs particularités sociales, ethniques ou religieuses. J'ai beaucoup de cas comme ça. Je me rappelle d'un cas d'enfant scolarisé en primaire. Son professeur l'injurait par rapport à la couleur de sa peau et aussi le décalage scolaire qu'il avait avec ses camarades. Alors, finalement, ça, c'est autant de signes évocateurs de la maltraitance chez l'enfant. Et maintenant, vous, en tant que clinicienne, quand de tels cas arrivent à votre niveau, quelles sont les différentes solutions que vous proposez? Du moins, quel est le service que vous rendez à ce moment pour faire en sorte que ces personnes-là soient donc alors protégées contre cette maltraitance, ou du moins qu'elles viennent à trouver une solution? D'accord. Avant que je vous donne quelques solutions ou de vous parler de mon parcours psychologique avec ces enfants, il faut savoir quels sont les signes, les signes évocateurs de la maltraitance. Parce que chaque enfant, que ce soit un enfant réfugié ou l'enfant reste un enfant, pour moi, il n'y a pas des enfants réfugiés, des enfants chrétiens, des enfants musulmans. Moi, il y a des écoles, des enfants qui doivent partir à l'école. Il y a des sujets à part entière. L'enfant est un enfant. Mais dans chaque type de violence, lorsqu'il y a une violence ou il y a une maltraitance, il y a des signes évocateurs de ces violences. Parmi ces signes évocateurs de la malviolence, il est important les parents doivent être vigilants ou les personnes qui s'occupent de l'enfant doivent être vigilants à leur fréquence et durée dans le temps. Par exemple, on peut observer des plaintes somatiques récurrentes et sans étiologie claire. Il y a une modification du comportement inhabituel de l'enfant. On observe des enfants créatifs, un enfant replié sur lui-même, un enfant évitant le regard lorsqu'on lui parle, un enfant qui fait souvent des cauchemars répétitifs. Il y a aussi l'enfant devient plus agressif. C'est un enfant qui n'était plus agressif et il devient plus agressif. Ou au contraire, on recherche de contact d'affection. On peut observer de la tristesse, des peurs inexpliquées. On peut observer une diminution des activités, un refus de jouer, la mise en danger, une chute des résultats scolaires, voire une déscolarisation par rapport aux violences sexuelles. Il est important d'être attentif aux signes suivants. Et c'est très important. Lorsqu'il y a des violences sexuelles, il faut être attentif et vigilant à certains signes. Tout ça, c'est les signes évocateurs de la maltraitance qui nous montrent tel enfant a été victime de maltraitance ou bien de violence. Allô, Sifo, la parole est à vous.
Voilà, très bien. Alors, un enfant qui est donc alors victime de maltraitance, on aura tendance à se poser des questions de savoir où est-ce que ses parents sont. Est-ce que la maltraitance peut également être souvent issue du cercle proche familial? Oui, oui, le plus souvent, il y a des parents qui sont auteurs de cette violence, que ce soit par ignorance, pour ignorance, ils ne savent, problème d'éducation, ou parfois c'est des parents qui ont des difficultés eux-mêmes, des difficultés au niveau du logement, et ça se projette sur l'enfant. Mais les parents doivent savoir que la Voilà. violence a vraiment un impact sur le développement affectif et émotionnel de l'enfant. Alors, et dans ce cas, comment est-ce que vous parvenez à trouver des solutions? Parce que quand même, l'enfant par nature, ou bien l'être humain par nature, c'est d'abord son parent qui est la première personne à qui il fait confiance. Est-ce qu'il est difficile, effectivement, dans ce cas, pour un enfant qui se voit trahi déjà par son propre parent, de faire confiance à un psychologue? Chose avant que je vous parle de quelques solutions, j'aimerais bien expliquer l'impact de la violence sur le développement psychologique de l'enfant. La maltraitance, D'accord? quelle que soit sa forme, met l'enfant en position d'objet. Donc, les abus, les humiliations maintiennent l'enfant dans un état d'insécurité. Non seulement c'est une violation de de leur désir et de leur bien-être, mais cela les empêche également d'avoir la possibilité de s'épanouir pleinement. Moi, j'ai insisté lorsque durant cette caravane, de parler sur le développement psychologique, émotionnel qui est impacté, parce que c'est très important à le savoir. Les violences physiques ou les chocs émotionnels peuvent les laisser traumatisés pour de longues années et même mettre leur vie en danger. Donc, concernant l'accompagnement psychologique et le suivi psychologique des enfants réfugiés victimes de maltraitance, il faut savoir qu'il n'y a pas que le rôle des parents, il y a le rôle du personnel qui s'occupe de l'enfant, il y a le rôle du chargé d'éducation qui prend en charge de l'enfant, il y a le rôle des agents communautaires. Donc, toutes les personnes qui rencontrent l'enfant ont un rôle important dans l'accompagnement et le suivi psychologique de l'enfant. Je vais commencer par le rôle du personnel soignant en contact avec l'enfant. La prise en charge Oui. psychoéducative de l'enfant réfugié ne commence pas chez le psychologue. Et ça, c'est un point qui est très important parce qu'il y a plusieurs personnes qui pensent que la personne qui va trouver des solutions pour l'enfant, c'est la psychologue. Le psychologue n'a pas une baguette magique et c'est pas lui qui prend en charge l'enfant, pas du tout. Donc, la prise en charge psychosociale éducative de l'enfant réfugié ne commence pas chez le psychologue. Il y a d'autres qui ont un rôle très important, comme l'assistant social, le chargé d'éducation, l'agent communautaire, et aussi la collaboration de parents qui est très, très, très importante. Allô, Tifo, la parole est à vous. Donc, je vais vous proposer maintenant quelques recommandations pour le personnel impliqué dans la prise en charge psychosociale et éducative des enfants. Et je vais commencer par le début de l'entretien. Par exemple, un enfant qui a subi de la violence et qui vient pour une écoute sociale ou bien éducative, avant le passage par la psychologue ou bien le psychologue. Donc, la première chose qu'il faut savoir, qu'il faut le mettre en confiance. D'accord. Cet enfant a perdu beaucoup de confiance en lui. Il était déçu. Il a subi de la maltraitance, que ce soit de la part de ses parents ou, ou que ce soit de la personne qui s'occupe de lui, que ce soit dans son pays d'origine. Donc, la première chose, le rôle de l'éducateur, de l'accompagnant social, c'est de l'aider, c'est de l'écouter, c'est de l'apaiser. Tout d'abord, il y a le début de l'entretien. Il faut s'asseoir face à l'enfant, se mettre à sa hauteur
se présenter et demander à l'enfant de faire la même chose. Expliquer clairement le but de l'entretien. Lui dire qu'il a le droit aussi de poser des questions. C'est juste pour le mettre en confiance. Rassurer l'enfant sur le fait qu'il n'est pas obligé de répondre aux questions ou qu'il peut répondre par je ne sais pas. Et ça, c'est très important. Parce que l'enfant, lorsqu'il vient pour une écoute, il faut qu'il sache qu'il n'est pas là pour un interrogatoire, qu'il est là pour une aide, pour une écoute, pour un accompagnement. Il faut débuter l'entretien par quelques questions qui sont très faciles. Et par exemple, des sujets neutres. Il ne faut pas lui dire ah, tu as été victime de violence, raconte-moi comment ça s'est passé, raconte-moi le type de la violence. Non. Il faut débuter l'entretien par des sujets et des questions très neutres. Par exemple, l'école, ses amis, ses activités préparées, afin de mettre l'enfant en confiance. Laissez l'enfant parler quelques minutes. La deuxième des choses, et la chose qui est très, très, très importante, c'est l'écoute. Comment écouter un enfant? Comment l'accompagner? Si l'enfant vous parle, c'est qu'il vous fait confiance, que vous représentez une personne très importante à ses yeux. Écouter un enfant, c'est observer son développement, son comportement et ses interactions. Prenons le temps de l'écouter dans la mesure du possible. Mettez-vous dans des conditions qui vous permettent d'être disponible pour l'enfant. Par exemple, avoir du temps, trouver un local qui assure la confidentialité. Il ne s'agit pas de mener une enquête ni de prononcer sur la réalité de ce que l'enfant exprime. Il est préférable d'éviter de l'interroger et poser des questions simples si vous ne comprenez pas bien ce qu'il vous dit. Dans ce cas, il est d'éviter à l'enfant de répéter trop souvent les détails de sa maltraitance. N'oubliez pas qu'en racontant des épisodes traumatisants, l'enfant peut les revivre. Expliquez à l'enfant expliquez toujours à l'enfant qu'il a bien fait de vous parler, que vous allez faire tout ce que vous pouvez pour l'aider. La troisième des choses, respectez le silence de l'enfant. Il est possible qu'après avoir parlé à ses parents, l'enfant se taise devant un assistant social ou un éducateur. Le respect du silence de l'enfant est très important. Le dévoilement des situations de maltraitance est un processus lent, fait de périodes de parole et de périodes de silence. C'est pour cela, l'enfant ne parle quand il est prêt, évitant de l'obliger à s'exprimer même s'il l'a déjà fait précédemment. Il arrive que certains enfants se confient sous le sceau du secret. S'il paraît important de parler des révélations de l'enfant pour le protéger, demandez toujours sa permission. Est-ce que je peux parler avec tes parents de ce que tu m'as raconté? Est-ce que je peux parler avec l'éducateur? Est-ce que je peux parler et je peux partager avec la psychologue qui va vous aider dans ce sens? Il faut toujours prendre la permission de l'enfant avant de partager la violence qu'il a subie avec quelqu'un qui va l'aider. Il y a aussi laisser le temps à l'enfant pour accepter l'aide. Il y a parfois des enfants qui ont subi la violence refusent de l'aide par méfiance. Donc, une situation de maltraitance ne nécessite pas toujours une intervention sur le champ. Il est parfois important de donner du temps à l'enfant pour accepter l'aide. Parfois, certains enfants rencontrent quelques réticences pour le suivi médical, même pour le suivi psychologique. Ils vous disent que je ne veux pas faire des séances. Au cours de la séance, ils refusent de parler. Nous, on dit c'est une séance qui a été sous forme de silence. On la respecte. Il est important de leur expliquer l'importance de l'examen et du suivi médical, psychologique et du juridique. Et c'est nécessaire aussi de les soutenir dans ces échanges. Il y a aussi l'aide des parents. Donc, l'éducateur, le personnel qui travaille avec l'enfant réfugié, il doit aussi aider les parents pour les soutenir. Parce qu'il y a certains parents
peuvent se sentir responsables de la maltraitance qu'a subi leur enfant, parce que d'après eux, ils n'ont pas pu assurer sa sécurité et ils se sentent coupables. Ils peuvent se sentir, par exemple, diminués en tant que parents et se vivre incompétents par rapport à leur enfant. Les rassurer sur le rôle parental, les aider à se déculpabiliser et à rejeter l'entière responsabilité sur l'agresseur est très, très important durant le début de l'accompagnement. Parfois, les parents ne savent pas comment réagir face à leur enfant traumatisé. Il est important de rester disponible pour toutes les questions qu'ils désirent ou qu'ils souhaitent aborder pour les aider à résoudre les difficultés au fur et à mesure qu'elles se présentent. Allô, c'est faux. La parole est à vous. À quel moment le psychologue intervient dans l'affaire? Donc, le psychologue intervient lorsqu'il y a une demande de la part de l'enfant ou bien une demande de la part de la personne qui a pris en charge le premier l'enfant. Donc, par exemple, d'après mon expérience, on reçoit des appels ou bien des demandes de violence. Je les reçois de la part de la chargée d'éducation. Il y a un an qu'on a reçu un cas d'un enfant qui a été victime de violence à l'école. La violence était de la part de son enseignant. Donc, ce qu'on a fait, c'est on a essayé d'organiser une séance de sensibilisation et de soutien au personnel et aux enseignants de l'école pour expliquer l'impact de la violence sur le développement psychologique de l'enfant. La deuxième des choses, on essaye toujours d'organiser des ateliers de sensibilisation pour les enfants qui peuvent être organisés sous forme de groupes de parole. On les fait chaque 2 mois. On essaie d'organiser des groupes de parole pour les enfants dans le but de permettre aux enfants d'identifier les situations d'agresseurs telles que l'intimidation entre enfants ou les agressions par des adultes inconnus. On apprenne à l'enfant comment poser des limites, se mettre en sécurité, comment chercher de l'aide, communiquer avec un adulte de confiance, ainsi comment faire de l'autodéfense. Notre message est très clair et que chaque enfant a droit au bien-être, se sentir libre et en sécurité. Il y a aussi la prise en charge psychologique, c'est-à-dire les séances individuelles et psychologiques. Il est important de mettre en place un accompagnement psychologique le plus tôt possible si l'enfant a été victime de maltraitance, afin de l'aider à surmonter les difficultés et les traumatismes qu'il a rencontrés et pour l'aider à reprendre confiance en lui. Donc maintenant, je vais vous parler du déroulement, comment se déroule la prise en charge psychologique des enfants maltraités. L'accompagnement psychologique spécifique concerne l'enfant maltraité, sa famille, son entourage et la personne qui s'occupe de l'enfant, afin de soigner ses relations familiales et prévenir les récidives de la maltraitance. Par exemple, si l'enfant est maltraité au sein de sa famille, comme vous avez dit tout à l'heure, une violence de la part des parents. Une thérapie familiale peut être posée pour initier de nouveaux modes relationnels, libérer la famille des représentations contraignantes. Si l'enfant est maltraité à l'école, une formation psycho-éducative peut être faite pour le personnel de l'école. Si l'enfant est maltraité dans la rue, comme je viens de le dire, des ateliers de sensibilisation et de prévention pour sensibiliser les enfants et les aider à se défendre contre la violence. Est-ce que vous avez des cas
que vous avez eu Oui, des jeunes, oui, des oui, enfants oui, qui oui, oui. ont été victimes de violences et qui ont pu se défendre et aujourd'hui qui sont devenus normaux. Il y a des enfants qui n'arrivent pas à réclamer et parler de la violence par peur. Par exemple, par méfiance. Parfois parce qu'ils se sentent responsables de cette violence. Le cas que j'ai rencontré, c'est le cas d'un enfant âgé de 9 ans qui est en troisième année de primaire, qui a été victime de violences à l'école et de maltraitance. Heureusement que l'enfant avait le courage de raconter la maltraitance à sa maman. La maman, nous a contactés, nous a parlé, puis on a fait une visite à l'école, on a fait une visite à l'enfant, on a D'accord? félicité l'enfant pour le fait qu'il a parlé de ça, qu'il a parlé de sa maltraitance. Et c'était une occasion pour faire une séance, un atelier, une formation pour le corps éducatif de toute l'école. Et ça donnait vraiment des résultats très, très satisfaisants. Parce qu'après 2 ou 3 mois, on a fait une visite à l'enfant au sein de la maison et il nous a dit que depuis le jour où vous êtes venu pour faire les séances de sensibilisation à l'école, euh, je me sens très, très bien à l'école. Il y a aussi un cas que j'ai rencontré lors d'une visite à une ville au Maroc, le cas d'une fille qui a été victime d'harcèlement sexuel de la part de son oncle. J'ai essayé de faire une séance de soutien, d'écoute et d'accompagnement pour la fille. Suite à la demande de la fille, j'ai pas intégré les parents. J'ai pas partagé ce qu'elle m'a dit avec les parents parce que c'était sa demande, mais j'ai essayé d'aider la fille à faire un travail sur elle-même pour pouvoir se protéger. Cet accompagnement que vous donnez aux enfants, on a envie de se poser la question d'avoir une idée sur le nombre d'enfants que jusqu'ici, vous accompagnez par exemple par mois. Ça fait quoi en termes de chiffres? Des migrants et des réfugiés qui viennent à vos côtés et qui viennent effectivement poser des problèmes psychologiques et qui veulent un appui, un accompagnement. En termes d'estimation, qu'est-ce que ça peut donner? Il y a des enfants parfois qui eux-mêmes demandent de voir la psychologue. Lorsque je parle d'enfants, c'est de l'âge de 5 ans, 8 ans jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc, parfois la demande vient des parents. C'est eux qui appellent pour un accompagnement psychologique parce qu'il y a des difficultés à l'école. Soit c'est l'enfant lui-même qui fait la demande, soit c'est le personnel de l'école qui appelle pour... Allô, Tifo, la parole est à vous. Voilà, de retour sur notre plateau après cette tranche de publicité. Je rappelle à ceux qui sont en train de nous rejoindre à l'instant que nous sommes en compagnie de Kaota J. Koriashi. Elle est psychologue auprès du siège de la Fondation Orient-Occident, je dis auprès du bureau de la Fondation Orient-Occident à Casablanca. Elle nous parle ici du programme nouvellement mis sur pied qui est une émission radio que nous avons appelée Allo Tifo. La parole est à vous. Il faut dire ici qu'en priorité, la parole est donnée aux cliniciens, la parole est donnée aux professionnels, effectivement, de la psychologie clinique qui essayent comme ça de faire connaître davantage à la grande communauté, à la population
des migrants, des réfugiés et de tout ce qui nous regarde à travers le monde, qui donne des secrets, qui enseigne au sujet effectivement des bonnes pratiques pour faire en sorte que les enfants, les personnes, du moins pour le cas d'aujourd'hui, effectivement, pour les enfants qui seraient victimes de violences psychologiques, de voir non pas seulement de violences psychologiques, mais également de violences physiques, parce que d'ailleurs, en entame de sa présentation, elle a longuement épilogué au sujet de toutes les autres formes de violence, des violences qui quelquefois sont des violences sexuelles, tout simplement, des violences qui sont des violences parfois qui viennent du parent de manière inconsciente, parce qu'il se fait effectivement qu'un parent qui craint de voir son enfant tomber dans la facilité et l'agressivité qui souvent vient avec l'adolescence, le pousse à se marier, le pousse à trouver un conjoint. Allô? Sifo, la parole est à vous. Allô? Sifo, la parole est à vous.